on peut parler du darwinisme qui est enseigné justement à l'école. Et est-ce que vous pouvez nous exposer les différents concepts du darwinisme? Oh, on peut le dire en peu de mots. Qu'est-ce qui est nouveau chez Darwin par rapport à ses prédécesseurs? Euh, Ses prédécesseurs reconnaissaient déjà, comme par exemple le français Lamarck, que le monde vivant n'est pas stable et qu'au cours du temps, il change. Euh, Ce qu'on appelait à l'époque des espèces, c'est-à-dire des associations, des ensembles d'individus qui font de la descendance fertile, ces espèces, Lamarck avait déjà postulé et même théorisé le fait qu'elles changent au cours du temps. Donc ça, c'est pas très nouveau. Donc Darwin, c'est pas tant le transformisme, c'était déjà là avant, hein. Ce qui est nouveau chez Darwin, c'est que le fait premier que l'on constate dans la nature, c'est le changement. Le changement est général, ce qui est donné à voir, c'est le changement. Et ce que l'évolution doit expliquer, c'est comment on arrive à avoir des régularités, comment on arrive à avoir des organes qui sont convenables aux fonctions qu'ils remplissent, comment on arrive à avoir des communautés de reproduction dont nos yeux perçoivent qu'elles sont stables, comment est-ce qu'on peut avoir des développements embryonnaires qui mènent à peu près à une forme à laquelle on peut s'attendre. Toutes ces régularités dans la nature, c'est le principe de sélection naturelle qui explique les régularités. Pour s'en souvenir, signalons simplement que seulement 15 et 20% des fécondations chez l'homme mènent à un bébé qui va naître. Ça veut dire que la régularité dans la forme d'un corps biologique, elle se fait grâce à un nombre d'essais-erreurs considérable qu'on ne voit pas et qu'on oublie donc. Les régularités, les hommes les ont toujours interprétées comme le fait de la providence. Et Darwin nous apprend que les régularités, elles proviennent d'un nombre extraordinaire d'essais-erreurs. 15 à 20% des fécondations chez l'homme mènent un bébé, ça veut dire que la plupart des œufs qui sont produits par des fécondations chez l'homme ne vont même pas jusqu'à la nidation. C'est-à-dire que la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte parce que l'œuf a avorté avant. Et donc la régularité embryonnaire, c'est une suite de morts. Et en fait, la mort fait partie de la vie. Le vivant ne saurait pas faire face aux aléas de l'environnement s'il n'y avait pas la mort résultant du crible, du travail d'essai-erreur qui est permanent dans le vivant en réalité. Pour comprendre ce travail d'essai-erreur, il faut comprendre la variation. Donc ce qui est originel chez Darwin, c'est le fait que la variation est première et que ces variations, ce changement permanent de la matière vivante, ne se fait pas nécessairement au bénéfice du porteur du changement. Alors que pour Lamarck, le changement se faisait au bénéfice du porteur. Chez Darwin, il y a des changements dans tous les sens. Il y a des changements néfastes vis-à-vis du nombre de descendants que l'individu va produire. Il y a des changements qui sont favorables, il y a des changements qui sont neutres. Et finalement, seuls vont se stabiliser dans la nature les changements favorables, dans le contexte évidemment dans lequel l'organisme est. Favorable, ça veut dire simplement, est-ce que potentiellement l'individu qui le porte va donner plus de petits ou pas que les individus voisins ayant une autre variation sur le même trait, hein. Donc en fait, cette idée de changement fortuit, c'est l'idée principale, et finalement les solutions viables, elles se stabilisent à l'échelle de la population. Pour Lamarck, la conception de la transformation, elle est individuelle. Les individus se transforment dans leur vie de tous les jours, accumulent des efforts et entraînent des organes dans leurs efforts, entraînent, c'est-à-dire renforcent des organes et vont transmettre à la génération suivante ce renforcement. Ce qui fait que c'est la transformation de l'individu qui va faire la transformation de la population. Alors que pour Darwin, ce qui est nouveau, c'est que comme la variation n'est pas bénéfique au porteur, c'est pas tant ce que vit un individu dans la vie de tous les jours qui va faire ce qui va se fixer dans la population, c'est en moyenne, à l'échelle de la population, la fréquence du trait favorable, qui, s'il est transmissible, parce qu'il y a toujours cette histoire de transmissible, s'il est transmissible, va faire que le trait se stabilise dans la population. Le constat du changement pour Darwin, il est populationnel, alors que le constat du changement chez Lamarck, il est réductible à ce qui se passe chez l'individu. Ce n'est pas l'héritabilité des caractères acquis qui font la différence entre les deux auteurs. Souvent on dit Lamarck, c'est ce que l'individu vit dans sa vie, il le transmet à la génération suivante, puis pour Darwin, non. C'est faux, Darwin à son époque ne connaît pas les règles de la transmission à la génération suivante, et il est obligé d'admettre l'héritabilité des caractères acquis. C'est plutôt le fait que la variation apparaît aux besoins de son porteur, ou pas.
il faut admettre dans ces règles de transmission, aujourd'hui, la plus large gamme de phénomènes possibles. Alors Darwin ne connaissait pas la notion de gène. La notion de gène ne sera apportée qu'en 1909, c'est-à-dire 50 ans, après que Darwin ait énoncé sa théorie. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a été omnibulé par les gènes et on a pensé que les gènes étaient les seuls notaires ou les seuls régisseurs de ce qu'allait être légué à la génération suivante. Aujourd'hui, c'est plus riche. On sait qu'on lègue pas seulement des gènes, on lègue des états de lecture des gènes, on lègue des comportements, des valeurs, des cultures, on lègue des capacités techniques, et que toutes ces choses qui sont léguées à des échelles plus hautes que l'échelle des gènes peuvent varier, peuvent se transmettre, et donc si elles varient et se transmettent, elles peuvent être sujettes à ce qu'on appelle la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait que celles des solutions momentanément avantageuses en nombre de descendants vont avoir tendance à se répandre dans les populations, dans les générations. Donc aujourd'hui, on est sur un darwinisme plus souple que ce qu'il avait été au milieu du XXe siècle, on va dire. Et pour finir, sur le darwinisme, il y a cette idée du changement premier. Pour Darwin, le changement était premier. Aujourd'hui, c'est ce que nous considérons également. La biologie redevient pleinement darwinienne. Alors qu'au milieu du XXe siècle, il y a 50 ans, on s'en était éloigné. C'est-à-dire qu'on a appris à l'école, vous et moi, que ce qui est donné à voir par les biologistes, ce sont les régularités. Et le rôle de la théorie de l'évolution d'aujourd'hui, c'est d'expliquer le changement. Alors ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. On se dit, bah, tiens, le rôle de la théorie de l'évolution, ça parle du changement, quoi. C'est de parler comment ça change, pourquoi ça change. Or, c'est une erreur fondamentale. Cette erreur, elle nous amène à avoir dans les librairies des livres sur la biologie d'un côté et des livres sur l'évolution de l'autre. Comme si l'évolution n'était pas la théorie générale de la biologie. Imaginez en physique qu'on ait un livre qui décrive la chute des corps, comment les cuillères tombent, comment les plumes tombent, comment les boulets de canon tombent, et puis que dans un livre séparé, on ait la loi de la gravitation universelle qui soit décrite. Pour un physicien, ça ne serait pas pensable. Eh bien, pour les biologistes, curieusement, on s'en satisfait. Il y a des livres de biologie où on vous montre comment ça marche ici et maintenant, et puis qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, et la théorie générale qui rend tout ça intelligible, c'est traité dans des livres séparés. Cette séparation vient d'une erreur qui est ancrée dans le milieu du XXe siècle. C'est qu'on a eu des biologistes au milieu du XXe siècle pour penser que ce qui est premier, c'est la régularité, et ce qui est second, c'est le changement. En fait, en biologie, on s'aperçoit très vite que ce qui est premier, ce n'est pas la régularité. La règle fondamentale du biologique, c'est d'explorer toute la gamme des possibles dans un espace restreint, restreint par les lois de la physique et de la chimie, bien sûr, hein, mais d'explorer toute la gamme possible dans un champ restreint, et c'est la variation qui fait que le vivant peut se maintenir. Ensuite, les régularités elles sont expliquées par la sélection naturelle. De ces variations, seulement certaines des combinatoires vont réussir à être fonctionnelles, vont réussir à être performantes dans un milieu donné. Voilà, donc ça c'est un petit peu les aléas de l'histoire des sciences. On est beaucoup plus darwinien dans le siècle qui vient qu'on ne l'a été au milieu du XXe siècle en réalité.